Septembre, pièce chinoise de Qiong Anqing. Dans le théâtre chinois, il y a des conventions. À peu de choses près, chaque élément est signifiant par rapport à un autre de même type et un signifiant fort. Ainsi, le costume, par la couleur et la texture, indique le rang. Non l'âge ni autre chose. Le maquillage, lui, indique le caractère, où l'âge, les raisons, etc. sont racontés. Trouver la raison à tout ça. Et la cohérence, bien sûr, d'un système voyant et agressif dans ce qui l'aide, la violence des contraintes et la clarté des différences, désigner par le geste la cruauté sociale. Cette pièce m'ennuie. Choix malaisé. Plus tard, dans quelques mois, je ferai du théâtre, vraiment. Pour lors qu'il me suffise de donner le divertissement à mes fantasmes. Que les femmes soient plongées, vautrées, aliénées dans leur besogne ménagère, que Lu Qianlong se cultive l'esprit. La peinture chinoise nous offre un rituel de quotidienneté. 2 femmes repassent 2 bandes de soie, femmes de lit, Tungo. 2 femmes jouent aux échecs, ceci pour Madame Tsai. Un délassement luxueux pour les petits. La fête du printemps. Et d'une façon générale, le style des panneaux dont nous avons besoin pour notre conte doré est aussi peut-être celui des miniatures persanes pour leur naïveté, c'est-à-dire la grande peinture naïve, réaliste et fantastique. Le rêve est présent et la poésie vient de la description simple. Tout cela pour donner le spectacle le plus sophistiqué qui soit, que la fête du printemps soit un mur avec le surplus de la ville et qu'au pied de ce mur, il y ait des fleurs blanches. Le décor et les costumes ne racontent pas grand-chose dans le no. Le costume indique uniquement le type, l'âge et le statut social du personnage. Voilà ce qu'il nous faut. Lisibilité parfaite. Utiliser les mêmes costumes pour certains personnages qui reviennent. Plancher parfaitement poli, reluisant comme un miroir. Chaussons de toile blanche facilitant les évolutions. Perruque, cheveux longs, femme et jeune homme, vieillard, chignon. Pas de décor. Accessoires, éventail. Hallebarde, sabre. Garder le boulier pour Madame Tsai. Bonne idée, mais positif. Non tout en place. Garder une zone plate sur le praticable où les acteurs attendent accroupis le tour de la scène, de leur scène. Les histoires chinoises, c'est comme si on racontait l'histoire des femmes des westerns. Aussi peu de possibilités de se développer souverainement, de prendre des décisions et des choix. Porter l'accent sur tout ce qui a le pouvoir dans cette société, et sur la violence qui résulte, et sur le rituel de la violence acceptée. Sur ce qui change cet état de fait, un fantôme, la faute d'orthographe, et retrouver d'une certaine façon ou d'une autre la même façon de raconter le drame, la violence, le pouvoir, la fin miracle. Que le fantôme de Tungo apparaisse dans Kwaidan, ou le no en blanc et avec de longs cheveux blancs dans la demeure, dans le brouillard, avec une brassée de fleurs dans les bras. 13 septembre. Comme le héros de western, Lu Qianlong peut comporter en lui sa propre féminité. C'est aussi l'histoire de la pièce, que les hommes soient comme les femmes, parés, habillés de robes, comme le Tirésias, dieu des comédiens dont parle Genet. Ce point de vue est aussi lié à Sartrouville. Une morale de ce type, défendue avec la force avec laquelle nous voudrons la défendre, est une chose qui raconte des comportements réalistes, non psychologiques. Lu Qianlong est donc un dandy dans son habillement et son faire,
parce que justement exclu de la société féodale et développant à l'écart de celle-ci un système de valeurs particulier où il retrouve sa souveraineté. Deux personnes trouvent leur souveraineté, toujours à l'écart du monde, montrer la forteresse manoir de Luqianglong comme le château des brigands à l'écart, Gilles de Rais, Elisabeth Báthory et la cabane de Cué. La découverte du manoir de Luqianglong, voilà une chose que notre décor doit montrer clairement. Quelque chose reconstruit dans le petit matin qui est un manoir, une forteresse en miniature, mais faisant tout le praticable, à l'intérieur de laquelle Luqianglong attend accroupi. Ce que disent Kebadian, René Scherrer, Jean-Louis Bory, du dandysme du héros de western est capital. Le présenter comme un objet esthétique, comme spectacle, non comme objet de désir. Ne pas occulter donc la féminité garante de l'entreprise. Donc, un monde ambigu où l'homme est femme et, dans le même temps, la femme se virilise, sinon elle crève. Le décor étale aussi métaphoriquement la société féodale, celle qu'on ne voile pas. Il pourra agresser, faire apparaître, occulter un univers de bois, donc, qui est horrible au départ, que les héros contemplent. On peut considérer les deux pièces comme des paraboles sur la situation de la femme, non pas son émancipation, mais la façon dont une société entière en fait son objet. D'ailleurs, dans ce monde, Luqianglong est peut-être le seul à ne pas en faire son objet, à contrario. La violence acceptée, conférait ce texte de Manfred Weckwerss sur Artaud et le théâtre de la cruauté. Voilà une chose capitale, la violence présente dans la société des formes inavouées et occultées. C'est une plus grande violence et celle-là qu'il faut reconnaître quand elle est là et qu'il faut montrer. Texte que je critique aussi beaucoup dans la mesure où il accorde la raison au théâtre, dans la mesure où le fait de faire du théâtre devient un acte entièrement clair. Les situations théâtrales découvrent les personnages mythologiques sous le personnage quotidien, donner une certaine noblesse. Manque d'habitude qui fait qu'on débouche tout de suite sur des problèmes fondamentaux du théâtre. Comment jouer ? Pourquoi on fait du théâtre ? Aussi pas clair le rôle de ces discussions, à mi-chemin entre un travail sur le plateau avorté et une discussion sur pièce. Bien sûr, le point de vue de l'auteur est fondamental, et que c'est celui qu'il faut montrer. Kuan Han-ching, auteur féministe, pourquoi pas ? Sur les travaux finis, il s'agit de vraies fins. Encore une fois, moyen réaliste de raconter la pièce, moyen aussi de raconter au prix de quelles difficultés on peut obtenir un changement dans la société décrite. Idées nouvelles venant au monde douloureusement. Kyu Tung-on donnait ici encore le simulacre d'un comportement positif, donnait toutes les chances à ces deux héros. Le héros secondaire, Luqianglong, Madame Tsai, bien sûr qu'on les laisse secondaires. Ils sont aussi des repoussoirs, quelque attirance qu'ils puissent exercer sur nous. Tout peut partir d'une réalité. Que dans le monde, il y a des êtres qui résistent, chacun selon leur mode, et qu'il s'agit de comprendre leurs raisons. Adapter le point de vue de l'auteur. La fin du voleur de femmes, comme dans Kwaidan, encore une fois des fantômes aveugles et sourds se réunissent sous la férule d'un arriviste en pleine santé qui les accouple et les rejoint dans ce monde de vieillards réconciliés. Kyu arrive impudique, puis il rentre dans le rang. Quelle est la clé de ce monde-là ? Le monde a changé. Les Pao ont remplacé les Luqianglong. La famille n'est plus menacée, mais défendue. Arrive un ordre réactionnaire qui s'impose souverainement à tous. Voilà la morale du conte. Ces fantômes édentés peuvent avoir des rires nerveux de vieillards touchant le but et la réunion des familles sera aussi le caquettement des vieillards édentés. Sur le travail à la table, besoin de rationaliser des acteurs troublés dans leur métier. Comment ça tue, d'une certaine façon, mon travail ? Comment je refuse d'être un metteur en scène de leurs élucubrations positivistes ?
Si c'est ça qu'ils veulent, qu'ils cherchent un autre metteur en scène. Le sentiment que j'ai d'être paumé vient du fait qu'ils veulent tout savoir définitivement avant d'être montés sur le plateau. Quelle prétention! Moi, je ne sais pas grand-chose, mais eux, les congressistes, croient tout découvrir sur le théâtre et sur le monde. 20 septembre, absence d'exhibitionnisme dans le langage des personnages. Simplement bien calculer la différence entre les personnages. Il y a des personnages secondaires qui parlent adéquatement leur situation, ce qui vient de leur réalisme ou de la situation. Absence d'illusion de leur comportement. Accord entre le monde et eux. Dans ce monde cruel, ils possèdent un accord plus ou moins fragile entre le monde et eux. Le langage ne signale pas de trouble. Au contraire, le personnage principal est sujet au trouble. Il est mal dans sa peau. En outre, faut-il raconter Xuanqing comme il se raconte? Ce n'est pas fatal, au contraire. Importance de comment on lit le texte. S'en tenir à Xuanqing me paraît un peu lâche, un peu cuistre. Voir les conditions réelles et établir un rapport avec nous, le marivaux, merde. Lu Qinglang, l'oisif, le raffiné, peut recevoir ses hôtes comme l'empereur au lit. On peut le transporter dans son lit pendant une bonne partie de la pièce, ce qui fait que le moment où il se lèvera prendra une importance exceptionnelle, tenant en laisse perpétuellement son domestique Chang. Il va prendre la femme de Li Su et lui donne la chaise à réparer et en prend l'autre bout. Le sens est clair, la femme est aussi une domestique. La symbolique de la chaise cassée est clairement dénoncée. Lu Qinglang est un raffiné et un esthète. Sa passion des femmes est une passion pour l'art et les beaux objets utiles. On évitera de le jouer méchant ou vache. La grande robe matelassée enlivre le côté figé et inactif du personnage. Pour le reste, il faudra qu'il ait plusieurs robes de même forme et même travail, matelassées, mais de matière et de couleurs différentes. Ainsi, pour prendre une femme, on peut lui mettre une robe de soie blanche, etc. Pour engueuler quelqu'un, il peut se mettre en grenat. Pour faire l'amour, une autre. Pour faire la guerre, ou plutôt rester au milieu de sa garnison, une de cuir avec les drapeaux blancs de commandement dans le dos. Dans certaines scènes, il peut rester affalé, immobile. Un lit entouré de sa garnison des mannequins qui sont suspendus. La peinture chinoise nous offre des exemples de peinture en deux temps, vide et plein comme le décor. Ce sont les contemplations, en contemplant la lune. Dans le coin du panneau à droite, un monde très fouillé, très fourni, et une cabane dans des rochers. Dans le coin gauche, un espace complètement vide, avec une ligne de montagne brumeuse et la lune. Quand le héros découvre que le monde est pourri, il trouve un usage pratique à cette découverte s'il est un homme, et meurt sans savoir s'en servir si c'est une femme. Pourquoi montrer tout ça? Raconter une vieille histoire, plus que le marivaux différence avec nous, une légende qui fait d'une certaine façon aussi partie de notre fond commun et qui peut nous enseigner des choses. Donner l'histoire de deux héros, un homme et une femme, qui ont en commun dans cette société monstrueuse la naïveté des comportements, comment cette naïveté se heurte à la duplicité du monde et comment le monde récupère cette naïveté en aplanissant les difficultés. Demander à un monde ancien de nous parler de notre monde. La duplicité existe, la naïveté des comportements aussi, et la ruse du monde qui récupère la naïveté du héros pour rebâtir un monde tout pareil, un monde qui sent le vieux, mais réconcilié cependant. Deux personnages secondaires, donc ce personnage secondaire n'est à aucun moment naïf, Madame Tsai, et tout d'une pièce comme le héros principal. La femme virile qui achève son initiation puis complète cette dialectique de la dissimulation par laquelle elle arrive à triompher de la société et du monde des hommes. Voilà comment, à mon sens, le personnage secondaire est un double négatif plutôt du héros, compromis dans le monde équivoque. Donc, dans un monde fonctionnel et immobile qui, par certains éléments, nous fait penser à notre monde, Xuanqing raconte ambiguïté à résoudre, comment une femme et un homme
développe la même naïveté sur la règle du jeu de ce monde. Merci beaucoup et pour la projection et pour la lecture, parce que en voyant la projection, on comprend à quel point Patrice est marqué par la mise en scène brechtienne de l'époque. Les costumes, les dispositifs renvoient à la mise en scène du Berliner, aussi bien qu'à la mise en scène de Galileo Galilei de Strehler à Milan. Il les avait vus les deux. Il y a une histoire célèbre, il est allé en train seul au Berliner pour voir les mises en scène de Brecht. Et ces fragments lus par Pascal Grégory attestent d'une autre manière l'importance accordée par Patrice Chéreau au gestus, au corps des acteurs, à la mise en rapport entre le monde vieux et le monde nouveau. Mais je crois qu'aussi, on peut saluer, c'est ce qu'on découvre quand on lit les textes, la qualité littéraire de ces notes. Moi, j'ai lu le livre 2 fois pour des raisons techniques comme ça, et vraiment, je n'ai pas trouvé un mot qui n'était pas juste, qui était à côté. Pas d'épithète décorative, pas de métaphore superflue. Et je pense que dans ces textes, on retrouve l'esprit des futures mises en scène de Patrice Chéreau. Et avant de passer à la dernière lecture, je voudrais dire une seule chose qui nous révèle ce livre, c'est l'originalité des choix de répertoire. Vous voulez pas allumer un tout petit peu la salle, là, parce qu'on est un peu trop acteurs. Voilà, merci beaucoup. L'originalité des choix du répertoire. Il y a beaucoup d'étudiants, même j'en connais quelques-uns, qui, dès qu'ils débutent, ils choisissent le misanthrope pour la cerisée. Donc, cette audace est parfois absurde, parfois source de malentendus. Si on regarde le répertoire de ce jeune homme qui passe de l'intervention de Victor Hugo, pièce absolument inconnue, de l'intervention à l'héritier de village, de Marivaux, ensuite aux soldats, ensuite aux pièces chinoises, sur la ligne, disons, des pièces anciennes, et l'affaire de la rue de l'Oursine, que Peter Stein va reprendre ensuite à la Schaubühne, et aussi une pièce. Nous, en Roumanie, on avait appris cette pièce, c'était une pièce phare, c'est une pièce révolutionnaire, Fuenteovejuna, mais je défie n'importe quel étudiant français, même des collègues plus âgés, de connaître Fuenteovejuna. Patrice Chéreau a cette expérience de géographe du répertoire. Il va vers des territoires inconnus et on a aussi le sentiment qu'il se prépare pour la rencontre avec le chef-d'œuvre. Finalement, c'est au terme de... Il a monté aussi des pièces contemporaines, une pièce très belle de Dimitriadis, le prix de la révolte au marché noir. Et donc, cette variété, c'est une variété pas d'un homme qui n'a pas de repère, mais c'est d'un homme qui ne veut pas emprunter l'autoroute du grand répertoire. Il est à l'affût des terres vierges, des textes inconnus. Et au bout de 6 représentations, il découvre d'ailleurs Les Soldats de Lens, qui est d'ailleurs le premier chef-d'œuvre de ces mises en scène à Sartreville. Et ensuite, il a le rendez-vous attendu et dangereux avec Don Juan. Donc je crois que ce que dit Ariane Mnouchkine, ce qu'on éprouve à la lecture, c'est que même ce journal de travail est un journal de formation, un journal d'évolution de l'artiste qui se confronte à ces épreuves sur fond de certitude dramaturgique. À la lecture de ces notes sur les pièces chinoises, on ne peut pas ne pas être ébloui par l'autorité de la pensée, par la précision et aussi
par ce que souvent on a oublié de dire, par son humour, par sa légère dérision, sa familiarité avec les textes. Il n'était pas un metteur en scène du respect et de la génuflexion face au chef-d'œuvre. Il était un metteur en scène qui avait un rapport vital, direct et jeune, disons, avec les chefs-d'œuvre.